de l'année 2000, toutes les maladies infectieuses ont tendance, depuis les années 2000, il y avait une sensible diminution de la fréquence des infections à VIH. Mais bon, les prévisions montrent une certaine croissance vers la fin. Non liées au VIH auront tendance et vont continuer à diminuer jusqu'autour des années 2030. Alors, contrairement aux maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, quant à elles, vont connaître un fort accroissement digestif non transmissible. Mais ce qui est très important sur cette diapositive, c'est surtout la part des maladies cardiovasculaires, ici en rouge. Donc on voit que vers les années 2030, on aura à compter environ 20 millions de décès, 20 millions de décès qui seront liés essentiellement aux maladies cardiovasculaires. Et cette tendance est à la hausse, comme vous pouvez le voir ici. Donc, dans les prochaines années, les maladies cardiovasculaires vont jouer un rôle très important dans la morbidité et la mortalité. Alors ici, c'est la liste des principales causes de décès par ordre de fréquence, les 10 principales causes de décès par ordre de fréquence en 2030. Ce sont des projections, donc des études ont été faites et on a fait des projections pour voir quelles sont les causes qui seront les plus fréquemment impliquées dans la mortalité dans les années à venir, dans les décennies à venir. Et ce que vous pouvez constater ici, ce n'est pas très lisible, mais ici, dans le monde, ici c'est le monde, ici c'est les pays développés, et les pays avec des ressources moyennes, et les pays à faibles ressources ici en bas. Alors quand vous voyez les pays dans le monde, ce sont les cardiopathies ischémiques qui vont occuper pratiquement la première place dans le monde, avec environ 13,4% des décès. Donc, les cardiopathies ischémiques heart disease vont contribuer à hauteur de 13% de la mortalité à travers le monde. Et c'est cette même tendance qui s'observe ici dans les pays en développement. Pratiquement la même proportion, 13%, 13,54%. Donc, les maladies cardiovasculaires occuperont la première place en ce qui concerne la mortalité dans les prochaines années. Donc, il est très important pour nous ici que nous soyons préparés pour relever les défis qui est en train de venir, qui est déjà là d'ailleurs. Alors, une des choses qui est frappante, en dépit du fait que ces maladies sont en train d'augmenter, de voir leur fréquence s'accroître, mais dans notre milieu, il y a très peu d'informations qui sont relatives à cette maladie. C'est comme ça que nous nous sommes livrés à un petit exercice à la date du 13 décembre. Nous sommes allés sur Google et nous avons tapé les termes suivants, ischemic heart disease, et nous avons obtenu 124 539 publications. Parmi les 124 539 publications, lorsque nous avons associé ces termes de recherche au terme United States, bien USA, nous avons obtenu 23 761 publications. C'est-à-dire les États-Unis, par rapport aux publications ayant trait aux cardiopathies ischémiques, les États-Unis portent pratiquement 19% de toutes les publications, suivi évidemment de l'Europe avec 6% des publications. Alors regardez très bien, l'Afrique ne compte que 0,5% des publications, l'Afrique subsaharienne encore moins, 0,2%, et quand nous sommes allés voir pour notre pays, la RDC, nous n'avons trouvé que 2 publications, ce qui représente 0,0016%. Et Kisangani, il n'y a aucune publication. Cela veut dire que dans notre pays, c'est vraiment un désert de connaissances par rapport aux pathologies cardiovasculaires. Nous avons fait le même exercice avec un autre terme, heart failure, ce qui veut dire insuffisance cardiaque, et nous avons obtenu 83 000 publications. Là encore, c'est les États-Unis qui sont en tête avec 23%, suivi de l'Europe, 5%, l'Afrique, 0,79%, et l'Afrique subsaharienne, 0,4%, la RDC, 0,04%, et encore là, Kisangani, nous n'avons aucune donnée. Ça veut dire vraiment que nous sommes dans une situation très difficile. Alors, quelle est la situation actuelle à Kisangani? Alors, actuellement, à Kisangani, nous avons connu quelques progrès. Depuis l'année passée, l'hôpital du Cinquantenaire a obtenu un appareil d'échographie cardiaque et aussi l'appareil de ECG. Nous avons eu la chance d'avoir quelques prestataires de notre structure qui ont été formés et mis à jour par rapport à l'interprétation et à la réalisation des ECG et de l'échographie. Et de l'échographie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à ce jour, nous avons plus de 2000 patients qui ont été pris en charge
pour des raisons, pour des affections cardiovasculaires ici à l'hôpital. Donc ici, c'est un opérateur, un médecin qui est en train de réaliser une échographie cardiaque. Et là, pour les mêmes patients, on est en train de réaliser un ECG au chevet du malade. S'il vous plaît. Alors ici, je vous présente les différentes pathologies, en tout cas les plus fréquentes, les pathologies cardiaques les plus fréquemment rencontrées. Nous les avons éclatées en deux. Il y a les urgences cardiologiques, et nous en avons listé environ 5, il y en a plus, mais ici nous avons présenté les 5 plus couramment rencontrées ici. C'est notamment les fibrillations ventriculaires. Donc nous en avons dénombré 20, ce qui représente 27% de tous les 74 cas qui se sont présentés durant l'année ici, avec urgence cardiologique. Et nous avons aussi les cas d'embolie pulmonaire, qui sont aussi assez fréquents. Nous en avons noté 3. Les insuffisances cardiaques aiguës, nous en avons compté 5. Les syndromes coronariens, il y en a beaucoup, c'est la pathologie la plus courante, comme d'ailleurs les statistiques mondiales semblent l'indiquer. Nous en avons noté pratiquement 42, ce qui représente 56%. Et les épanchements péricardiques, nous avons enregistré 2. Ça, ce sont les urgences cardiologiques. Dia, s'il vous plaît. En ce qui concerne les autres pathologies cardiovasculaires, ici nous avons associé pas seulement les maladies du cœur, mais aussi des vaisseaux. Les pathologies les plus couramment rencontrées sont listées dans ces tableaux ici. Les insuffisances cardiaques, l'hypertension artérielle, c'est la pathologie évidemment la plus courante, 68%. Mais il faut noter aussi que nous avons les insuffisances valvulaires qui comptent pratiquement pour 13%. Et il y a aussi les tachycardies sinusales qui sont là. Et d'autres maladies qui sont rares, hein, mais quand même que nous avons retrouvées ici avec Samani, les Wolff-Parkinson-White, le syndrome de Wolff-Parkinson-White, il y a les valves de Barlow, ce sont des pathologies cardiaques qui sont très rares, que nous avons étudiées à l'école. On ne pensait pas que ça pouvait exister dans notre environnement, mais l'équipement que nous avons ici nous a permis quand même de mettre en évidence ces pathologies. S'il vous plaît. Voilà. En guise de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? La première des choses que nous pouvons retenir pour Kisangani, c'est que les cardiopathies sont vraiment en constante augmentation à travers le monde, mais aussi chez nous. Mais aussi chez nous, surtout lié au fait que les habitudes de vie changent. Les modes d'alimentation changent, il y a le sédentarisme qui s'installe, les poids moyens de la population augmentent, avec tout ce que cela implique comme corollaire. Et donc, nous avons beaucoup de cas de cardiopathie et nous nous attendons à en avoir encore plus. Alors, pour l'Afrique en général, c'est un désert en ce qui concerne les connaissances par rapport aux cardiopathies. Donc, il est vraiment important que nous puissions nous réveiller pour que nous puissions mener des études et savoir exactement ce qu'il en est dans notre milieu. Et la troisième chose que nous pouvons retenir, c'est les données de l'ACKIS de l'hôpital indiquent quand même qu'il y a des problèmes et une fréquence élevée de cardiopathies dans notre milieu. Ce qui suscite, tiens, s'il vous plaît, ce qui nous pousse à formuler les suggestions suivantes. Former des spécialistes dans la prise en charge des cardiopathies. C'est très important que les personnes qui vont prendre le malade dans l'avenir soient des personnes qui sont suffisamment outillées. Qui sont outillées non seulement intellectuellement ou sur le point de vue de connaissance, mais aussi équiper l'hôpital en matériel d'imagerie et de laboratoire. Parce qu'il faut savoir que sans l'imagerie médicale, aujourd'hui, il est même pratiquement impossible de définir une insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, aujourd'hui, c'est défini en fonction des données échographiques. Ce n'est plus comme à l'ancien temps quand nous étions étudiants. Donc les choses sont en train sensiblement d'évoluer. Donc pour que nous puissions garder les caps ou nous maintenir à flot, je pense que nous avons l'obligation de nous battre pour que notre structure soit équipée en ce qui concerne l'imagerie médicale, mais aussi en ce qui concerne les autres examens des labos. La troisième suggestion, c'est de rendre disponibles les médicaments de spécialité. Parce que la prise en charge va de pair avec l'administration des médicaments. Et ce sont des médicaments qui ne sont pas d'usage courant ici chez nous. Donc il est très important que nous puissions rendre disponibles pour les prestataires et aussi pour les malades les médicaments des spécialités. Voilà les quelques références que nous avons utilisées pour préparer cet exposé. Et c'est par là que nous terminons notre exposé. Nous vous disons merci pour votre attention. S'il y a des questions, gardez des questions. Nous allons faire le jet des questions et réponses à la fin.
on passe à une autre activité. Dr Hugo, si on peut directement faire la cérémonie des gâteaux et on passe à votre exposé. Et puis directement on va passer à autre chose. Bon, je suis assez content après-midi à tous. Je ne suis pas cardiologue, mais pendant 6 mois, j'ai bénéficié d'une formation un peu accélérée sur la prise en charge des urgences cardiovasculaires. Et j'ai bénéficié aussi de la formation sur la réalisation de l'échographie cardiaque ainsi que l'interprétation de l'ECG. Je pense qu'avec ça, depuis l'année passée, depuis le mois d'août, nous étions avec le Dr Brick pendant 6 mois. Nous avons pu prendre en charge au moins jusqu'à ce jour plus de 2207 patients qui sont venus bénéficier de nos services au niveau du département de cardiologie dont nous sommes le superviseur. Alors nous allons partager les expériences par rapport aux évidences selon l'approche de la Société européenne de cardiologie pour ce qui concerne l'insuffisance cardiaque. Voilà le plan de présentation que nous allons devoir utiliser, notamment l'introduction. Nous allons parler de l'insuffisance cardiaque chronique, nous allons parler de l'insuffisance cardiaque aiguë et nous allons terminer par une conclusion. En guise d'introduction, il faut noter que malgré de nombreux progrès qu'on a pu observer dans la prise en charge, notamment avec les médicaments, des aspects non médicamenteux, dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque demeure toujours une maladie qui est grave, avec une mortalité qui est vraiment élevée. Et dans le monde entier, on enregistre au moins 64 millions de patients, des personnes qui vivent avec l'insuffisance cardiaque. Et vous allez voir que même aux États-Unis, c'est concerné. Et cette maladie, qui dans les temps ne concernait que les personnes âgées, touche actuellement même les jeunes. Même ici, nous avons eu beaucoup de jeunes qui ont pu développer l'insuffisance cardiaque dans la tranche d'âge de 18 à 34 ans, voire même de 35 à 44 ans. Et il faut savoir que chez les personnes de plus de 65 ans, avec essoufflement, si vous le recevez, au moins un parmi les 6 peut avoir une insuffisance cardiaque, surtout les insuffisances cardiaques avec fonction systolique préservée. Yeah. It's now 2 p.m. Voilà. L'Afrique n'est pas épargnée. Bien que les données sont peu disponibles, comme le MD l'avait dit, on note que l'insuffisance cardiaque est aussi une des causes de mortalité qui est importante. Mais chez nous, ici, avec le progrès que notre pays a enregistré avec le lundi médical, nous avons pu réduire le taux de décès lié à l'insuffisance cardiaque. Depuis l'année passée jusqu'à ce jour, nous n'avons enregistré qu'un seul cas de décès de l'insuffisance cardiaque. C'était déjà la phase terminale, où on avait une patiente qui avait une tumeur intracardiaque, une tumeur maligne, qui avait déjà même des métastases. Au Gabon, le taux de létalité avoisine 10%, et en RDC, comme le MD l'avait dit, il n'y a pas de données. J'ai pu même ouvrir la tranche de recherche des 10 ans, j'ai trouvé peu de données, voire même pas de données pour ce qui concerne notre pays. Et il faut savoir que le problème de prise en charge de l'insuffisance cardiaque pose problème, surtout dans les diagnostics, parce qu'il y a des déconditionnements. Les classifications sont erronées. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de l'insuffisance cardiaque quand on n'a pas d'échographie cardiaque. On peut peut-être penser à une suspicion. Et le fait que chez les personnes vieillards, les obèses, il est difficile de pouvoir mettre en évidence, donc arrêter les diagnostics d'une insuffisance cardiaque, parce qu'il y a des similitudes de symptômes. Et le problème de l'indisponibilité de l'échographie cardiaque fait en sorte que les diagnostics posent problème, et ça constitue un vrai problème de santé publique. Donc, selon les recommandations des sociétés savantes, que ce soit les American Heart Association, que ce soit les European la Société européenne de cardiologie, on ne peut pas asseoir ni confirmer l'insuffisance cardiaque sans l'échocardiographie.
Notre objectif ici, nous voulons que celui qui nous va nous suivre avec beaucoup de succès puisse avoir des capacités qui lui permettent de pouvoir prendre en charge l'insuffisance cardiaque, mais selon l'approche de la Société européenne de cardiologie, et spécifiquement de définir l'insuffisance cardiaque selon l'approche de la société, des sociétés savantes, généralement ici la Société européenne de cardiologie et the American Heart Association, d'assimiler l'approche physiopathologique. Actuellement, la base de la prise en charge passe par la physiopathologie, même les médicaments des prestataires sur la prise en charge. Notons qu'il y aura des séances qui seront organisées dans le sens de montrer et partager les expériences dans le cadre de la prise en charge de manière pragmatique. Aujourd'hui, on ne va pas aborder vraiment les traitements en profondeur. Les résultats, c'est eu égard aux objectifs que nous avons présentés. Nous commençons par le deuxième point sur l'insuffisance cardiaque chronique. Nous allons utiliser ces plans de présentation pour dire que, selon la Société européenne de cardiologie, on ne peut pas parler de l'insuffisance cardiaque si on ne tient pas compte de 4 critères. Notamment, premièrement, il faut qu'il y ait présence des symptômes d'insuffisance cardiaque, notamment la dyspnée qui peut être au repos tout comme à l'effort. Et ces symptômes-là doivent être associés à une preuve. Je dis bien à une preuve de préférence échocardiographique, de dysfonction cardiaque. Ça peut être systolique et ou diastolique. S'il n'y a pas une de ces preuves, c'est difficile de parler de l'insuffisance cardiaque. Avec les symptômes aussi, et vous avez une preuve échocardiographique. Donc, si on n'a pas l'échocardiographie, on ne peut pas parler de l'insuffisance cardiaque. On peut parler peut-être d'une suspicion. Bien. Voilà. Ça, ce que je viens de présenter, c'est un peu plus ancien, mais actuellement, selon les derniers guidelines de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, ça date de 2016 parce que la Société européenne fait des updates tous les 5 ans, 6 ans. Mais le dernier guideline que nous avons, c'est celui de 2016, que vous voyez là-bas. Vous pouvez chercher ça dans Google ou dans PubMed. On parle de l'insuffisance car il y a des symptômes typiques ou des signes typiques qui peuvent être accompagnés de signes. Les symptômes, ça peut être l'essoufflement, j'en passe. Des signes, ça peut être une turgescence de veines jugulaires, des crépitements, des crépitations pulmonaires, des édèmes périphériques. Et les premiers éléments doivent être causés par une anomalie cardiaque qui peut être structurelle et ou fonctionnelle, qui donne une diminution du débit cardiaque et ou des pressions intracardiaques élevées. Ça peut être parce qu'il y a aussi des symptômes où il y a une dysfonction, mais sans qu'il y ait des symptômes. Et il faut savoir aussi que les autres causes, notamment les anomalies valvulaires, péricardiques, l'endocarde, les troubles de rythme, peuvent aussi provoquer l'insuffisance cardiaque. Pas plus tard que la semaine passée, nous avons géré un cas de rétrécissement mitral que nous avons confirmé à l'échographie, où la patiente est venue consulter en médecine interne pour des dyspnées d'effort, une hémoptysie et même de la fatigue, et même avec une notion de fièvre. Mais en faisant l'échographie cardiaque, nous avons trouvé qu'il y avait un rétrécissement. Et après avoir fait toutes les mesures concernant, nous avons placé ça comme une insuffisance, une stésose mitrale moyenne. Alors, il faut savoir que du point de vue toujours dans les définitions, on classifie l'insuffisance cardiaque chronique en 3. Il y a les insuffisances cardiaques avec fonction systolique réduite, on appelle ça les heart failure with reduced ejection fraction. Il y a les insuffisances cardiaques avec fonction systolique moyennement réduite, on appelle ça en anglais les heart failure with mid-range ejection fraction, et aussi les heart failure with preserved ejection fraction. Donc, une insuffisance cardiaque avec fonction systolique qui est conservée.
La société américaine va encore plus loin pour diviser les plusieurs, donc les insuffisances cardiaques avec fonction systolique préservée, avec le borderline, avec les improves. Alors, quand est-ce que c'est réduit? Quand la fonction systolique est diminuée à moins de 40%, c'est moyennement réduite quand la fonction systolique est diminuée entre 40 et 50, et c'est conservé quand vous avez un résultat d'échographie cardiaque, quand on vous dit que la fonction systolique, la fraction d'éjection est supérieure à 50. Là, la fonction systolique est conservée, donc c'est une insuffisance cardiaque où la fonction systolique est encore normale, mais le patient présente des symptômes. Et il y a une façon de pouvoir le diagnostiquer. Les autres termes, notamment le dysfonctionnement systolique asymptomatique, c'est un patient qui n'a pas présenté de symptômes ou des signes, mais avec une fraction d'éjection réduite. La forme chronique, c'est un patient qui a l'insuffisance cardiaque depuis un certain temps, et les patients stables, ce sont des patients qui ont suivi les traitements, même un mois, disons des symptômes, mais ils sont stables et ils ne présentent pas assez de problèmes. Mais quand un patient qui est stable décompense, donc présente une détérioration de son tableau, on parle d'un patient qui est décompensé, et quand il y a des signes de congestion, qui peuvent être gauche ou droite, nous allons les voir plus loin, c'est une insuffisance cardiaque congestive. Trois groupes de causes, notamment les maladies du myocarde, les conditions de charge anormale, les arythmies. Pour les maladies du myocarde, vous avez les cardiopathies ischémiques, les dérèglements métaboliques et les anomalies génétiques. Parmi les cardiopathies ischémiques, je peux citer ici les troubles dans la microcirculation coronarienne. Parmi les causes toxiques, je peux citer ici les métaux lourds tels que le fer, le cobalt et certains médicaments, notamment les immunomodulateurs, les anti-inflammatoires que nous utilisons, peut-être que nous prescrivons aussi abusivement chez les malades, voire même les irradiations. Parmi les causes inflammatoires, il y a des causes infectieuses et des causes non infectieuses. Et les différents micro-organismes que nous voyons de l'autre côté, les causes infectieuses, il y a les maladies auto-immunes, telles que les lupus, les dermatites disséminés et les autres. Parmi les causes génétiques, on peut avoir un parent qui a l'insuffisance cardiaque, mais sans une explication. On peut trouver aussi dans la descendance des enfants qui développent l'insuffisance cardiaque. Il y a les infiltrations liées aux néoplasies. Par exemple, l'année passée, nous avons reçu une patiente, même cette année aussi, nous avons reçu une patiente qui a une tumeur au niveau de l'oreillette, je pense que c'était l'oreillette gauche, l'oreillette gauche qui avait présenté même des néoplasies. On l'a suivie pendant plusieurs années. Et l'année passée, nous l'avons perdue parce qu'elle est venue dans un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë et c'était déjà la phase terminale. C'était une insuffisance cardiaque aiguë, la forme hypoperfusion. Il y a des dérèglements métaboliques, notamment ça peut être hormonal comme nutritionnel. On peut avoir un déficit en B1. Il y a un patient qui a présenté pendant plus de 10 ans, qui a circulé dans plusieurs structures de la ville, qui avait des dyspnées d'effort. Et on a fait l'examen, l'échographie cardiaque, on a trouvé qu'elle avait une insuffisance cardiaque. Elle avait alors reçu une bagatelle de médicaments. Mais en faisant des investigations et en demandant des explorations, nous avons trouvé qu'elle avait juste une déficience à vitamine B1. On a juste donné la vitamine B1. Elle avait un maigrissement. Si vous la voyez aujourd'hui, vous n'allez voir si vous avez c'est cocaïne. Alors, il y a des problèmes avec les conditions de charge, notamment des situations où il y a une augmentation de charge. Vous savez qu'en cas d'hypertension artérielle, il y a une augmentation de résistance périphérique des patients. C'est que le cœur se contracte pendant la systole contre une plus rien comprendre et on va s'égarer par rapport à la prise de charge. Chaque molécule que nous allons donner, c'est en fonction de ce mécanisme physiopathologique. Comme nous savons, nous avons appris à la faculté que l'insuffisance cardiaque, c'est une incapacité du cœur à assurer un débit sanguin suffisant pour satisfaire les besoins de l'organisme. C'est-à-dire que la force de contraction du cœur est diminuée de façon à ce que le volume d'éjection est diminué parce que le débit cardiaque est proportionnel au produit de volume d'éjection systolique et à la fréquence cardiaque. Mais quand la force de contraction du cœur diminue, le besoin en sang et en oxygène dans tout l'organisme, principalement le cerveau et les reins, en souffrent. Alors,
Le cœur répond à cette situation de déficit avec certains mécanismes. Donc, certains mécanismes vont être bénéfiques au début, voire même à la longue. Mais d'autres mécanismes vont être dangereux. Au début, ça va être bénéfique, mais à la longue, ça va être délétère. Voilà pourquoi, sur base de ces mécanismes à la longue qui vont être délétères, nous allons intervenir avec les molécules pour pouvoir réadapter le cœur. Ces mécanismes, à l'état normal, le cœur a besoin suffisamment de sang qui viennent du cœur droit par l'artère pulmonaire, les poumons par les veines pulmonaires, l'oreille gauche reçoit du sang. Mais cette précharge doit être importante pour assurer un volume télédiastolique important pour que par le produit de la fréquence cardiaque qui est un débit cardiaque qui est important pour les fonctions de l'organisme. Ça c'est pour ce qui concerne une situation où le cœur est normal. Mais dans le cas de l'insuffisance cardiaque, la précharge est déjà importante. C'est-à-dire que le cœur n'a pas besoin d'assez de sang. Le cœur se contracte, la contraction est faible, il y a une accumulation de sang, le sang est en grande quantité qui reste et la quantité d'éjection est diminuée et cela va retentir même en amont. C'est-à-dire que plus on remplit le cœur, mieux il va se contracter et meilleur sera le volume d'éjection systolique et donc le débit cardiaque. Mais dans les situations de l'insuffisance cardiaque, le cœur est déjà plein. Donc la précharge est déjà importante au départ. Deuxièmement, il faut savoir que la porte-charge, le cœur est déjà incapable de pouvoir se contracter, le volume d'éjection est diminué, le débit cardiaque est diminué. Maintenant, dans cette situation de déficience, le cœur rencontre encore des résistances. La porte-charge, ce sont les forces qui s'opposent à l'éjection des sang. Du côté gauche, nous avons les résistances périphériques, notamment avec la aorte et les autres vaisseaux périphériques. Et du côté droit, c'est la tension insuffisante, l'hypertension artérielle chez les patients qui ont l'insuffisance cardiaque. C'est très dangereux. Les mécanismes d'adaptation, il y en a au moins 4. Il y a l'adaptation cardiaque, la réaction hormonale, l'adaptation des reins et les changements de la consommation périphérique. Et pour l'adaptation du cœur, c'est selon la loi de Frank-Starling qui aboutit au mécanisme à l'hypertrophie ventriculaire gauche et à la dilatation des ventricules. Il faut savoir que dans les cellules, plus les myocytes s'étirent, plus grande sera la force de contraction. Et selon la loi de Frank-Starling, plus le volume télédiastolique augmente, plus de sang va être éjecté pendant la systole jusqu'à une limite. Et plus on remplit le cœur, mieux il va se contracter et meilleure sera la contraction. Vous voyez ici par exemple, quand la contraction est normale, on aura un volume d'éjection qui est important, mais plus la contraction est diminuée, la fonction systolique est diminuée, il y aura moins de sang qui sera collecté. Donc, quand la contraction diminue, quand la contraction diminue, le volume de sang diminue et par conséquent, il s'ensuit une dilatation du ventricule gauche et ainsi qu'une hypertrophie ventriculaire gauche. Le deuxième réflexe, c'est le réflexe neuro-hormonal. L'organisme réagit par la sécrétion de 4 types de substances, notamment les peptides natriurétiques, la BNP, pro-BNP, le système adrénergique, le système RAS, système rénine-angiotensine-aldostérone et l'ADH. Alors pour ce qui concerne les peptides, c'est la seule substance qui est sécrétée et qui est au début, voire même à la longue, bénéfique pour le cœur. C'est-à-dire que quand le cœur, il y a une défaillance cardiaque, le cœur va réagir. Les myocytes vont sécréter la BNP et cette BNP va avoir comme conséquence, comme il y a une augmentation de résistance, une vasodilatation avec diminution de la pression, ça va bloquer, soit diminuer la sécrétion de la rénine et ça va agir sur le système rénine-angiotensine-aldostérone de la rénine que nous savons qui est sécrétée par la macula au niveau de l'âme. Alors, pourquoi le cœur s'adapte?
Le cœur s'adapte parce qu'il y a une diminution de la volémie, comme je l'ai expliqué, et l'oxygène est diminué. Le cœur ressent ça. Alors pour compenser, vous savez que quand le débit sanguin cérébral, c'est proportionnel à la pression de perfusion cérébrale à la pression moyenne. Quand diminue, le cerveau va en souffrir. Il en est de même pour les reins qui reçoivent au moins un quart de sang. C'est comme ça que le corps, ayant remarqué ça, s'adapte. Premièrement, par le système adrénergique, comme je l'avais dit, c'est un système qui au début est bénéfique, à la longue c'est délétère. Donc, suite à la diminution du débit cardiaque, il y aura stimulation des barorécepteurs qui, au niveau du cerveau, va permettre par la voie sympathique la sécrétion au niveau de la médula de l'adrénaline, la norépinéphrine, qui aura trois effets: l'augmentation des résistances périphériques, l'augmentation de la contractilité et l'augmentation de la fréquence cardiaque. Il y aura également l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Lui aussi au débit bénéfique, mais à la longue délétère. Donc la rénine, nous connaissons déjà le mécanisme. À partir de la macula descend, il y aura une libération de la rénine qui sera transformée par une enzyme au niveau du foie en angiotensinogène, transformée par l'enzyme de conversion par le poumon en angiotensine 1, en angiotensine 2, et qui aura des effets au niveau des reins, une rétention hydrosodée et la vasoconstriction ainsi que tous les systèmes. Je pense que nous connaissons le système rénine-angiotensine. Ça, c'est un des autres mécanismes. Et le dernier mécanisme, c'est l'hormone antidiurétique qui a pour conséquence la rétention sodée, pardon, la rétention hydrique, la rétention de l'eau. Et le rein aura pour, avec son mécanisme de réadaptation, après avoir réabsorbé de l'eau, avec la stimulation du système adrénergique et angiotensine, il y aura la conséquence, c'est la réabsorption massive d'eau et de sodium. Alors la conséquence, elle va faire que il y aura une augmentation de la volémie qui va être les symptômes d'insuffisance cardiaque sont non spécifiques. Quand vous avez un patient qui a des œdèmes et toutes les autres manifestations, ce n'est pas spécifique. Les symptômes et les signes dus à la congestion peuvent disparaître lorsqu'on donne les diurétiques. Il faut savoir aussi que l'interprétation des symptômes est difficile chez les obèses et les personnes âgées. Alors, pour les signes, il y a des signes typiques, notamment l'essoufflement, l'orthopnée, la dyspnée paroxystique. Il y a des signes plus spécifiques, notamment la turgescence des veines jugulaires, les reflux hépatogurgulaires, le milieu des galons. Mais il y a aussi d'autres signes qui sont moins typiques et moins spécifiques. Pour la paraclinie, il y a des investigations initiales qu'on peut demander, les CG, les petites natriurétiques et l'écho cardiaque. Il faut savoir que dans l'insuffisance cardiaque aiguë et l'insuffisance cardiaque, vous le voyez, l'angiographie, qui peuvent peut-être nous permettre d'avoir une idée sur les retentissements. Un bilan biologique pour rechercher les étiologies est aussi important. Et pour asseoir le diagnostic de l'insuffisance cardiaque en résumé, il faut une anamnèse, l'ECG. L'ECG ne nous permet pas d'asseoir le diagnostic, mais il faut savoir que quand c'est anormal, 29%. Les BNP ne sont pas spécifiques, mais si c'est élevé, ça peut nous montrer une origine cardiaque. Et l'échographie, c'est l'examen le plus utile et la recommandation est de classe 1 et de niveau C. Ça, c'est l'algorithme pour pouvoir asseoir le diagnostic, c'est-à-dire à partir des symptômes, de l'examen physique, de l'ECG. S'il y a au moins un élément, on fait la BNP, on demande la BNP. Si c'est négatif, il faut penser à autre chose. Mais si c'est positif, on fait l'échographie cardiaque et on soigne en fonction de l'étiologie. Ici, je vais être bref pour ce qui concerne l'insuffisance cardiaque avec fonction systolique réduite. La fonction systolique est normale, mais le patient présente une insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il y a une dysfonction diastolique. Normalement, pendant la diastole, suite à la compliance du cœur, le cœur se relaxe et se remplit de sang. Mais dans les conditions ici, malgré que la fonction systolique est normale, le cœur ne parvient pas à se relaxer. La relaxation permet à ce que, pendant la systole auriculaire, que le sang arrive dans le ventricule gauche. Mais vu que
le ventricule gauche ne se relaxe pas, ça peut être une fibrose, une hypertrophie, ça ne se relaxe pas normalement, il y aura une augmentation des pressions qui peut retentir en amont au niveau de l'oreillette gauche, une accumulation de liquide dans les poumons, même une augmentation de la tension pulmonaire systolique et être à l'origine des dyspnées et même les autres signes, mais sans que la fonction systolique soit diminuée. C'est en fait ça, en bref, l'insuffisance cardiaque avec fonction systolique. Il y a des comorbidités et il faut savoir que le diagnostic est difficile. En présence des symptômes et quand la fonction de gestion est élevée, si le niveau de BNP est élevé, si on met une anomalie structurelle, notamment une hypertrophie, une dilatation de l'oreille gauche et une tension pulmonaire élevée, là on peut penser à une insuffisance cardiaque. La semaine passée, la patiente dont je vous parlais pour les sténose mitrale, sa fonction systolique était normale, mais elle avait une insuffisance cardiaque avec fonction systolique préservée. Le dernier point de l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est la classification. Quand on reçoit un patient avec insuffisance cardiaque aiguë, il faut savoir les classer. Et c'est facile. Quand le patient vient à la consultation et qu'il n'a pas de signes de congestion, il n'a pas non plus de signes d'hyperperfusion, c'est une insuffisance cardiaque aiguë, sans congestion, sans hypoperfusion. Mais quand le patient vient avec des signes de congestion, par exemple, vous mettez en évidence des crépitations, et il a aussi, il n'a pas de signes d'hypoperfusion, là c'est un interne pulmonaire. Mais quand il vient, il n'a pas de signes de congestion, mais il a des signes d'hypoperfusion, là c'est un choc hypovolémique. Mais s'il vient, il a à la fois les signes d'hypoperfusion et de congestion, là c'est un choc cardiogénique. Et parmi les signes de congestion gauche, on a l'orthopnée, les rats pulmonaires. Parmi les signes de congestion droite, les œdèmes, tous les signes droites. Les signes de perfusion, c'est vous allez recevoir un patient dans un tableau de dyspnée, il a une altération de l'état de conscience avec oligurie, et les autres, la fréquence cardiaque est perturbée, l'acidose et l'hyperlactate. Le principe de prise en charge, pour prendre en charge l'insuffisance cardiaque, l'objectif c'est d'améliorer le statut clinique, la capacité fonctionnelle et la qualité de la vie, empêcher l'hospitalisation et réduire la mortalité. Et le but est d'arrêter les mauvais mécanismes que je vous avais médicaments que l'on peut utiliser, notamment les ISC, les antagonismes des récepteurs des minéralocorticoïdes, les inhibiteurs de la néprilysine. Je vais peut-être expliquer ça dans les échanges. C'est quoi les inhibiteurs de la néprilysine? Les bêta-bloquants. Ça bloque les mécanismes d'adaptation. On peut donner les diurétiques qui récompensent le cœur, l'hydralazine et l'isosorbide, comme il y a une augmentation des résistances périphériques, un appel vasodilatateur, l'ivabradine, qui va agir sur les nez sinusales et diminuer la fréquence cardiaque, comme il y a une tachycardie, la digoxine va savoir aussi diminuer la fréquence cardiaque. Alors, ces différents médicaments ici agissent dans le système que je vous avais montré, et les 4 groupes de médicaments ici ont démontré leur efficacité dans l'amélioration de la survie des patients. Et ici, par expérience, même les patients avec insuffisance cardiaque aiguë, dans les minutes qui suivent le schéma de prise en charge que nous avons ici, il faut classer le malade. Dès que vous recevez, vous le classez. Selon la classification, vous allez appliquer le protocole, c'est en fonction des molécules indiquées. Voilà le groupe des molécules qu'on peut utiliser et les autres mesures, notamment pour tout patient avec insuffisance cardiaque, il faut le recommander 1,5 litre de liquide par jour et prendre chaque jour les médicaments, parce qu'on avait dit que quand le malade ne prend pas correctement les médicaments, il peut perdre facilement une insuffisance cardiaque aiguë. Conseiller moins de 2, au maximum 2 grammes, corriger le fer, faire des exercices, éviter les infections, et quand il y a infection, agir vite. Voilà un peu les mesures ingénieurs et techniques que l'on peut conseiller aux patients. En termes de conclusion, disons que l'insuffisance cardiaque demeure un vrai problème de santé publique. Quand on voit un patient avec insuffisance cardiaque, ça donne de la pitié. Seulement un peu de temps que j'ai fait ici en une année. Le diagnostic repose sur les critères de prise en charge, les critères de la Société européenne de cardiologie,
Et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë tient compte de la classification. Et une meilleure prise en charge prévient la mortalité. Honorés confrères, chers collaborateurs, je voulais terminer ici pour remercier tout le monde qui a pu répondre à l'invitation pour la célébration de ce lundi médical. Le lundi médical a apporté beaucoup et aujourd'hui nous avons partagé l'expérience, bien qu'il n'étant pas cardiologue, nous pensons que chacun de nous a une expérience. Les contributions peuvent être les bienvenues. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Igor. Qui sont dans la communauté, de venir découvrir au stade précoce leurs problèmes. Et vous avez démontré ici que l'efficacité du traitement est due aussi à la prise en charge précoce. Voilà, je vous remercie. Je demanderai vraiment votre intelligence pour que je quitte ça. Merci beaucoup. Je pense que le MD a tout. Tricolore, c'est-à-dire 3 couleurs. Deuxièmement, le lundi médical célèbre ses 3 années. C'est le 3e anniversaire le 3e anniversaire. Et aussi particulièrement, Maman Élysée, symboliquement, elle va allumer les 2 bougies. Vous voyez le chiffre 3 qui se trouve au milieu symbolise les 3 années de lundi médical dans l'exercice de la formation continue, la recherche et l'élaboration de protocoles. Nous demandons au DAF de pouvoir s'élever, à Dr Sandé, le médecin-chef de staff, au DEN, ils peuvent s'élever. Maman Élysée, elle va passer devant le gâteau, s'il vous plaît. Maman Élysée, vous allez vous tenir devant. DEN, vous pouvez passer ici devant. Nous allons chanter, mais à mi-voix. Lundi médical, nous allons dire joyeux anniversaire lundi. Ok? Ça va? Joyeux anniversaire, 1, 2, à mi-voix. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Ok, merci beaucoup sous vos acclamations. Merci beaucoup. Maman Elisabeth, tu peux la donner. Nous avons découvert les Ok. Applaudissons. Merci beaucoup. La personne qui devait intervenir à partir de Belgique n'est plus en connexion. Je pense qu'on peut passer les témoins au jeu des questions-réponses. Peut-être que les autres vont nous rejoindre. Merci beaucoup. C'est Eli Boukana depuis l'hôpital de référence de Kabondo. J'avais 2 questions. La première question, c'était en rapport avec le premier exposé du MD. Lorsque le MD avait, dans la conclusion, parlé de certaines recommandations, il avait également prévu qu'on encourageait la formation de certains médecins, pas seulement généralistes, mais aussi dans le domaine de maladies cardiovasculaires, vu l'ampleur des maladies cardiovasculaires actuellement. Et je voulais savoir, qu'est-ce que l'hôpital a prévu concrètement dans la ville? Si des jeunes médecins sont intéressés pour une certaine formation dans le domaine de la maladie cardiovasculaire, est-ce que l'hôpital a prévu quelque chose? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question,
c'est un rapport avec le deuxième exposé, l'exposé du docteur Igor. Lorsque le docteur Igor a parlé des mesures de traitement, il a également parlé, c'est vrai, du régime, qui est très important. Mais ma question était en train de revenir un peu sur les régimes hygiéno-diététiques en rapport avec un régime hyposauté. Mais je voulais un peu savoir, si on encourage un régime hyposauté, c'est parce que nous savons que le sodium, il est impliqué dans le mécanisme pouvant aggraver encore l'insuffisance cardiaque. Et nous connaissons que le sel de cuisine, il est essentiellement constitué du chlorure de sodium. Mais alors, qu'est-ce que vous nous conseillerez lorsque, par exemple, quelqu'un encourageait à ses patients de pouvoir consommer les sels indigènes, que nous appelons ici chez nous communément le tchum viavacensi. Ce sel indigène, il est constitué essentiellement du chlorure de potassium. Quelle serait la place de ce chlorure de potassium dans la prise en charge d'un patient hypertendu ou cardiopathe? Autre question. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, beaucoup. Oui. Monsieur Alingé. Ma préoccupation concerne le premier intervenant dans la suggestion, et même quand il a présenté les statistiques de maladies, plus de 2000 patients et 2000 maladies qu'on a pu enregistrer de la cardiopathie. Et certainement parmi plus de 2000 pathologies, il y a certaines pathologies qui nécessitaient une intervention chirurgicale. Je voulais savoir les schémas que l'hôpital a pu mettre en place pour prendre en charge ces patients qui nécessitaient une intervention, vu notre plateau technique qui n'est pas si important dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je dirais à docteur ceci, il a bien dit qu'on a dit régime hyposodé parce que dans l'alimentation que nous prenons, il y a du sodium. Mais il faut faire attention, il y a certaines alimentations où il y a plus de sodium que prévu. Par exemple, dans les produits de mer, dans les thomson, dans les crustacés, il y a beaucoup de sodium. Alors, quand vous donnez des régimes alimentaires à vos patients cardiopathes, il faut faire attention sur ces aliments-là, surtout les produits de mer. Alors, pour ce qui concerne on appelle ça comment? Macali, c'est l'indigène. Ok, bon, en fait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un laboratoire qui a établi que dans ces tchum viavacensi, il n'y a pas de sodium? Il faut faire très attention là-dessus. On ne peut pas confirmer ou on ne peut pas dire qu'on va donner aux patients ça parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques ou bien un laboratoire qui a prouvé qu'il n'y a pas de sodium là-dessus. En surpoids, les malades cardiopathes ont souvent le problème d'hyper ou d'hypopotassémie. Alors il faut faire très attention, vous risquez d'augmenter encore plus de potassium chez eux et ils auront un problème d'hypokaliémie, donc il faut faire très attention là-dessus. Il serait mieux de recommander chez un nutritionniste ou un diététiste qui peut donner des conseils appropriés. À votre niveau, vous vous limitez au régime hyposodé. Alors, je pense que j'ai quand même répondu à votre question. Tu as été adressé au ND, je pense. Oui, je ne sais pas, Annie devra peut-être me rafraîchir la mémoire parce que je n'avais pas de stylo pour noter sa question. Hein. Mais je vais essayer de répondre à la première question des deux. D'une manière générale, requiert des moyens. Et nous avons estimé qu'il fallait au minimum, plus cher encore si vous devez vous rendre à l'étranger. Au stade actuel, l'hôpital n'a pas suffisamment de moyens pour prétendre envoyer un certain nombre de médecins en formation. Cependant, nous avons quelques partenaires avec lesquels nous sommes en train de discuter, que ce soit ici au pays, que ce soit notamment à l'université de Kinshasa. Nous avons échangé avec la faculté de médecine, notamment le département de médecine interne, qui a accepté de prendre sous son aile les médecins que nous avons envoyés pour une formation de 4 ans, peut-être 5, mais à nos propres frais. Voilà, donc ça c'est un fait. Nous avons aussi des contacts à l'étranger, notamment avec l'université libre de Bruxelles. Nous sommes aussi en discussion avec eux pour voir, mais tout cela tourne autour de moyens. Donc il faut absolument mobiliser les moyens pour que les personnes qui seront désignées
puissent bénéficier de la formation. Il y a aussi une antenne basée à Kinshasa, qui déjà d'ailleurs ici même à Kisangani a déjà fait bénéficier un certain nombre de malades de chirurgie. Donc ces patients, nous les avons envoyés, nous les avons mis en contact avec cette organisation qui a la possibilité de les envoyer jusqu'en France pour les interventions chirurgicales. Mais bon, notre ambition, quoi qu'elle est haut placée, c'est peut-être dans les 5 prochaines années, avoir notre unité de prise en charge ou bien d'intervention à cœur ouvert ici, pourquoi pas. Parce qu'il y en a déjà dans plusieurs... Je m'excuse, dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Burkina, au Sénégal et partout ailleurs, il y a des unités où on peut faire la chirurgie à cœur ouvert. Je ne sais pas pourquoi chez nous on ne le ferait pas. Donc dans les 5 prochaines années, peut-être nous pouvons travailler d'arrache-pied pour que cela soit réalisable ici chez nous. Donc, qui ne sont pas peut-être d'une manière ou d'une autre chirurgicale, nous avons reçu au moins 4 cas de bloc auriculo-ventriculaire de 3e degré qui a nécessité à ce qu'on puisse placer le pacemaker. Vous savez que le nez sinusal, c'est le seul nœud qui est capable de donner une fréquence cardiaque de l'ordre de 60 à 40. Mais quand ce nez ne fonctionne pas, il y a d'autres nez qui sont aussi des pacemakers, notamment les nez auriculo-ventriculaires et les autres branches des faisceaux de His. Et si ce sont seulement les faisceaux de His qui fonctionnent, là, la fréquence cardiaque est de l'ordre de 20 à 40. Donc, c'est parmi les causes de bradycardie sinusale et ça peut même expliquer certains blocs auriculo-ventriculaires de 3e degré. Pour ces patients-là aussi, nous les avons orientés, mais il y a déjà des projets dans ce sens d'avoir le pacemaker ici sur place. Donc, pour les patients qui vont nécessiter le pacemaker, je pense que dans le même cadre que le MD est en train de dire, il y a des collaborations, par exemple avec la Chine, pour pouvoir produire des piles. Donc, les pacemakers que l'on peut disponibiliser à des coûts accessibles à la population pour pouvoir placer sur place ici. Parce que vous savez que pour placer les pacemakers, les interventions vont même jusque dans les 50 000 $. Ici, pour pouvoir le faire, il faut peut-être être assuré ou bien avoir des moyens. Je pense que dans le même cadre que le maire MD est en train de dire, il y a des options dans ce sens. Pour venir assister à ce que nous partageons tous, je profite pour entrer directement dans l'information de notre partenariat. 50, c'est-à-dire que l'hôpital du cinquantenaire est en train de se battre pour mettre à la disposition de la population de Kisangani des moyens d'investigation. Quand on parle de la population, on parle des médecins, d'infirmiers, puis c'est nous qui allons utiliser ces moyens pour prendre en charge correctement nos patients, quelle que soit la structure où nous nous retrouvons. C'est-à-dire que si un appareil est au cinquantenaire ici, on n'interdit pas au médecin qui n'est pas au cinquantenaire d'utiliser. Je crois que je me fais comprendre. Hein? C'est-à-dire, si je dis ça, je dis s'il y a un appareil avec Kisangani ici, à l'hôpital du cinquantenaire comme nous sommes ici, si vous entendez qu'on a acheté un appareil qui peut aider la population, on ne vous interdit pas, parce que vous êtes à la structure de la Choco, vous n'allez pas utiliser ça. Non, on interdit à personne. C'est pour les malades, c'est pour tout le monde. Ceci dit, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous ici, nous privilégions les principes de complémentarité. C'est-à-dire que nous nous complétons. Je pense qu'aujourd'hui matin, notre DEN qui est là derrière, on était bloqué pour quelque chose ici. On a décidé, je lui ai dit, arriver au niveau des centres Neuma ici à côté, on va trouver la solution. Je crois qu'il est parti, je pense que la solution a été trouvée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes dans les principes de complémentarité. L'hôpital des cinquantenaires, c'est dans les principes de complémentarité, c'est-à-dire qu'on pense que nous nous complétons. Si nous avons quelque chose ici, l'hôpital des cinquantenaires, nous achetons des appareils, ce n'est pas pour l'hôpital des cinquantenaires seul, c'est pour toute la population. Donc nous sommes dans les complémentarités. C'est pourquoi j'avais dit que les médecins que nous sommes, les infirmiers, nous sommes des prestataires, même si nous sommes loin, nous pouvons prester au niveau de l'hôpital des cinquantenaires. Seulement, on ne peut pas mettre tout le monde ici, mais on pense que même ceux qui sont loin peuvent toujours bénéficier des appareils des autres qui sont ici. Donc, nous avons ici le service de nutrition
qui est chapeauté par Dr Sandé, que vous voyez ici assise. Il y a le service de kinésithérapie qui est là, qui fonctionne. Je crois qu'on avait présenté ça ici pendant la journée porte ouverte. Nous avons un labo très équipé qui est là avec tous les appareils modernes. C'est un niveau international, comme vous le voyez. Nous avons les services de dentisterie que vous voyez là-bas. Donc, il y a dentisterie avec une chaise et de la radio tout qu'on peut bénéficier dans d'autres pays. Nous en avons ici même derrière, ici c'est la dentisterie qui fait vraiment des grands travaux. Il y a aussi les services de radiologie qui est là-bas. Ça c'est d'abord ophtalmo, allez-y. Nous avons un service d'ophtalmo ici chez nous qui fonctionne très bien, qui est chapeauté par Isaac, qui est derrière là-bas. Nous avons les services de gastronomie, comme vous voyez ici, c'est la cuisine qui est là. Je sais que vous n'avez pas envoyé les gens pour les malades ici, bien sûr. Mais si vos malades sont ici, ils vont très bien manger. Nous avons les services de radio, ça c'est kinésithérapie. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont présentées ici. Il y a des chaises électriques, il y a beaucoup de choses dans ce kiné ici. Nous avons les services de radiologie, hein, des radios modernes, comme vous voyez ici, les fichiers sont vraiment très bien clairs et ça peut vous aider. Allez-y. Ça c'est la radio. Nous avons les services aussi d'imagerie de référence aussi. Comme vous voyez, il y a des appareils modernes qui sont des appareils très performants, qui sont déjà là. Et nous avons ce service, vous voyez. Nous avons aussi notre service de morgue. Là-bas derrière, nous avons la morgue. On peut mettre nos cadavres, on peut orienter les gens. Donc ceci, les gens qui sont à l'extérieur de l'hôpital peuvent prester à partir de tout ce qui envoie. Je sais pas, on était avec les prestataires de l'autre fois. Alors un prestataire, c'est reconnu dans nos règlements, un prestataire qui envoie le malade ici, qui preste au niveau de l'extérieur. Quand on va faire les décantations, il faut savoir aussi répondre à ces gens. Il a envoyé un malade ici qui a fait entrer l'argent. Normalement, on doit enregistrer. Et quand on fait la décantation, c'est pour ça doit lui arriver pour l'encourager à continuer à prester. Donc c'est comme ça. Je pense qu'ici, c'est désormais comme ça. Donc si vous transférez un malade ici à l'hôpital du Cinquantenaire, l'hébergement, puisqu'il est là-bas, comme on a acheté, on doit répondre. Mais l'hébergement, il passe l'état ici, on va calculer le pourcentage. Ça qu'il a passé ici, on doit continuer d'ici là, comme on avait dit, à répondre toujours et ramener ce que vous avez investi. Donc c'est ça en effet par rapport à ce que nous avons dit. C'est ça notre partenariat. Nous avons un groupe WhatsApp. Tout le monde, si tu n'as pas de numéro, tu peux mettre ton numéro, on va te rajouter de ces groupes-là pour continuer à échanger. Donc c'était par rapport à ça. Je pense qu'on a déjà tout. Le professeur Senga, qui est en ligne, il s'était excusé. Il est des cliniques universitaires de Kinshasa dans le département de cardiologie pédiatrique. Professeur Senga, je ne sais pas si vous nous suivez. On peut peut-être avoir juste une salutation et votre avis, surtout par rapport aux aspects de l'insuffisance cardiaque chez l'enfant, du point de vue diagnostique. Si vous pouvez activer votre audio, comme ça vous pouvez avoir la parole. Bonjour. Oui, on vous capte très bien. Ok, allez-y. Quelques obligations ont fait que je ne sois pas là aujourd'hui avec vous. En ce qui concerne la décompensation cardiaque chez les enfants, c'est autant que chez les adultes, mais avec quelques particularités. Avec quelques particularités, notamment sur le plan des causes, des principales étiologies de la décompensation cardiaque, ça reste presque la même chose. C'est d'abord le problème de la précharge, le problème de la post-charge et c'est le problème de la contractilité du myocarde. Et chaque fois qu'il y a un problème dans l'un des facteurs que je viens d'énumérer, à coup sûr, on va aboutir à une défaillance cardiaque chez l'enfant. Cependant, il faut ajouter certaines choses qui peuvent ne pas toujours être présentes chez l'adulte, mais
qu'on retrouve fréquemment chez l'enfant, c'est notamment les cas de l'anémie, les cas de certaines infections, les virus, les adénovirus. Le virus de la grippe aussi peut entraîner une défaillance cardiaque. Et dans l'ensemble, essentiellement, les grandes pathologies pourvoyeuses de décompensation cardiaque chez l'enfant, ce sont les cardiopathies congénitales, souvent non cyanogènes. Les cardiopathies en champ gauche-droit, elles sont les plus grandes pourvoyeuses de décompensation cardiaque chez les enfants. À cela, nous pouvons ajouter des grands enfants d'âge moyen, notamment les cardiopathies rhumatismales, notamment, qui peuvent être à la base de la défaillance cardiaque. Nous pouvons ajouter à cela les troubles de rythme cardiaque qui sont très fréquents chez les enfants, notamment les tachycardies supraventriculaires. Et donc, avec ces trois éléments, on a à peu près 60 à 70% des causes de décompensation chez les enfants. Mais nous pouvons, comme je l'ai dit, l'anémie est à la base de la plupart aussi des cas de décompensation cardiaque que nous observons à l'hospitalisation. Alors, en ce qui concerne le diagnostic, il y a 4 grands signes de décompensation cardiaque chez les enfants. Ces 4 grands signes traduisent un échec essentiellement pulmonaire lorsqu'il y a une défaillance cardiaque gauche. Il faut savoir que le champ des signes respiratoires, notamment une dyspnée, ça peut être une polypnée douce qui est là de façon permanente, c'est notamment un essoufflement à l'effort. Essoufflement à l'effort, c'est-à-dire même un bonnet peut présenter un essoufflement à l'effort. Son seul effort consiste au moment de la tétée un petit front. Vous allez voir que l'enfant ne supporte pas c'est une nouvelle de la suite d'une défaillance cardiaque chez l'enfant. Nous allons ajouter à cela une prise de poids insuffisante. C'est un enfant qui ne grandit pas selon la courbe de croissance normale ou qui devient hypotrophique ou bien de poids faible. Et en quatrième élément, c'est une mutation abondante. Voilà les 4 grands signes qui signifient souvent une défaillance cardiaque chez les enfants. Et au-delà de cela, nous pouvons ajouter les signes de congestion hépatique et de certains moments inférieurs. Voilà un peu, grosso modo, les éléments qui peuvent nous mettre sur la piste d'une insuffisance cardiaque chez les enfants. On peut encourager le prof avec vos acclamations, s'il vous plaît. Je vais remettre la parole au modérateur. Peut-être avant qu'il ne prenne la parole, je voudrais signifier que pour les médias, quand la cérémonie sera clôturée, nous allons passer à l'extérieur pour faire une photo de famille et prendre certaines images avec la caméra drone. Hein, parce que la caméra drone que nous avons ici ne peut pas prendre des images à l'intérieur. On va les faire à l'extérieur. Ça va faire certains plans à partir de vidéo. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour les profs? Je remets la parole à Dr. John. Merci beaucoup. Une question pour les profs. Oui. Je voudrais savoir quelles sont les dispositions qui sont actuellement chez vous là-bas pour les patients qui nécessitent des chirurgies cardiaques. Parce que la question nous a été posée ici. Et je sais que c'est souvent au travers vous que nous référons les patients qui doivent bénéficier des interventions chirurgicales à cœur ouvert en dehors du pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, s'il vous plaît? Merci. Je vais aborder l'aspect du traitement. Je pensais que j'avais laissé la faute. Je peux dire l'assistance qui a fait le traitement et l'assistance cardiaque
pédiatrie, les visiteurs ont toutes leurs valeurs. En ce qui concerne le traitement chirurgical, c'est vrai qu'ici à Kinshasa, on peut déjà opérer des cas à cœur ouvert, notamment les valvulopathies chez les grands enfants. En ce qui concerne les cardiopathies congénitales, toutes sortes de cardiopathies congénitales pour les tout petits, nous sommes encore obligés jusque-là de transférer à l'étranger pour une chirurgie qui se fait souvent gratuitement chez les enfants. Donc, pour la plupart des cardiopathies chez les tout petits enfants, les cardiopathies congénitales, nous sommes encore obligés de les opérer en dehors de la péristance du canal artériel qui peut être faite ici chez nous à Kinshasa. Mais pour toutes les autres, nous sommes encore obligés de référer à l'étranger. Il y a des associations avec lesquelles nous travaillons en Belgique, en France, en Italie, et qui nous prennent des enfants quasi gratuitement. Pour les grands enfants qui ont des valvulopathies, abordant dans le sens du concept développé aujourd'hui, nous dirons que la maison a différentes molécules qu'elle a mises sur le marché et à la disposition de la population de la ville de Kisangani. Nous avons notamment les Rochal, notre Rosivastatine, nous avons Ramchal, donc tant d'antihypertenseurs, à vous vraiment de pouvoir les prescrire afin de nous permettre de capitaliser ou maximiser nos recettes. Merci beaucoup pour la parole accordée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous remercions également pour votre participation. Je pense que vous serez toujours disponible pour les prochaines organisations. Et nous rappelons que si vous n'avez pas mis les numéros, il faut mettre les numéros puisque nous avons notre forum, nous partageons des informations scientifiques. Les malades qui vous référez ici, on partage des informations. Les amis qui nous organisent, si vous posez des questions, on répond. S'il y a aussi des réclamations, c'est à travers des contacts que nous avons que nous pouvons nous atteindre pour faire tout ça. Si vous n'êtes pas encore dans les forums, partenariat 50, il faut entrer, il faut rester les numéros. Nous sommes à la fin, nous vous remercions et nous accordons la parole au métier directeur pour le mot de clôture. Merci. Je suis très heureux de prendre la parole pour clôturer cette journée. Je pense que je dois d'abord dire merci à tous les participants, vous qui avez laissé vos occupations habituelles pour venir répondre à cette invitation. Je tiens sincèrement à vous remercier. Merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué en posant des questions. Je ne peux pas terminer si je n'ai pas remercié Shamina qui nous a soutenus matériellement pour l'organisation de cette journée. Je voudrais que les délégués transmettent vraiment nos sincères remerciements aux responsables pour tous les soutiens qu'il nous a accordés et tous les encouragements dont nous avons bénéficié de sa part. Je tiens aussi à féliciter personnellement Dr Igor pour son abnégation, pour sa détermination et pour son savoir-faire dans l'organisation de ces journées. Je pense que sans son appui, je pense que les journées n'auraient pas eu la même ampleur qu'elles ont aujourd'hui. Donc vraiment merci à Dr Igor. Mais Dr Igor n'a pas travaillé seul. Il y a Dr Maindo qui nous a aidés dans l'organisation, en tout cas la coordination. Il y a Gilet de la réception, il y a Esther, il y a Dorcas, et il y a Maman Élisée de la cuisine, il y a Dr John, et beaucoup d'autres, peut-être je ne saurais pas citer tous les noms, mais je voudrais vraiment dire merci à tout le monde, et surtout aux personnes qui ont habillé les chaises. Parce que c'était une promesse de Dr Igor qu'on allait habiller les chaises, et aujourd'hui les chaises sont bel et bien habillées. Donc merci à tout le monde, et il ne reste plus qu'à souhaiter, une bonne soirée à tout le monde. Merci aussi à la maison BMF, grâce à laquelle nous avons les t-shirts que nous portons aujourd'hui, lundi médical, parce qu'avec lundi médical, on apprend encore et toujours. Voilà. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Vous savez que la photo des familles, dehors. Avec lundi médical,